Bonjour à toutes et à tous. Elle est la femme aux 60 millions d'écoutes. On peut dire que sa voix a un impact positif considérable. Avec Métamorphose Podcast, elle éveille les consciences. Aujourd'hui, c'est par écrit qu'elle a choisi de nous accompagner à nous métamorphoser. J'ai la joie de partager ce moment avec l'inspirante Anne Guéquier autour de son nouveau livre Va, vis et deviens conscient de toi-même. Bonjour Anne. Bonjour Anne, c'est l'arroseur arrosé quand on se parle, nous. Oh, quel plaisir d'être avec toi. Et j'avais envie de commencer par un tirage, mais un tirage de ton oracle, pour savoir qu'est-ce qui va nous accompagner lors de cet échange, si tu es OK. Ah ouais, c'est génial, moi j'adore, tu parles. Le miracle, je m'abandonne à vivre. Ah, j'adore cette carte, c'est marrant parce que tu vois comme quoi il n'y a pas de hasard. Je parlais du miracle ce matin avec une amie, elle peut pas trop marcher, et on a parlé du miracle, figure-toi. Alors que on parle pas forcément du miracle dans la vie de tous les jours avec les gens. Non, c'est clair, mais là, en fait, c'est pas les derniers mots de ton livre, je m'abandonne à vivre. C'est pas ça que tu dis à C'est la la, fin c'est du la livre. conclusion de mon ouvrage parce qu'il y a vraiment cette idée à un moment, notre système volontaire est quand même très activé. Nous, en tant qu'humains, on veut ceci, on veut cela. Et puis moi, la première, hein, C'est ça, j'échappe pas à ça. regarde, regarde. Je finis exactement par ça. Bon, écoute, Bah, dis donc, c'est marrant parce que c'est la première fois que quelqu'un en interview a une bonne idée de tirer une carte comme ça de l'oracle de la métamorphose, qui d'ailleurs, ça t'aura pas échappé, a le même visuel. Je sais pas si je l'ai, mais toi tu l'avais le visuel de l'oracle de la métamorphose que celui-ci. oui. Le livre, il est incroyable avec ses magnifiques illustrations, sa poésie, des expertises, son expérience, des lieux, en fait, des recettes. Bravo, déjà, bravo, avant de commencer à en parler. Alors donc, Merci. il est en deux parties. J'avais envie un petit peu même si ce sont des choses qui sont extrêmement imbriquées et liées, de dissocier toute une partie sur plutôt voilà, tout ce travail introspectif de l'intériorité, cette connaissance de soi, ce travail intérieur. Et puis ensuite, une fois qu'on a pas mal un petit peu débroussaillé, grandi en sagesse, en tout cas, qu'on est peut-être, qu'on va au monde un peu plus conscient de qui nous sommes, dans cette connaissance de soi, de ce par quoi nous sommes agis à travers nos croyances, nos conditionnements, notre vécu familial, on va un peu plus libre au monde. Alors je dis un peu plus parce que comme je pense que c'est un chemin et qu'on n'en a jamais terminé de mieux se connaître, et puis finalement, cette grande question, se connaît-on un jour véritablement? Je crois pas. On se connaît peut-être un peu mieux, on comprend un peu mieux les mécanismes qui sous-tendent nos façons d'être. En tout cas, cette deuxième partie qui invite vraiment à un moment donné à aller porter du fruit aussi vers le monde, à l'extérieur de soi. C'est important je reprends cette phrase qui est sur le fronton de Delphes, hein, très socratique, du connais-toi toi-même, qui est important. Mais pourquoi mieux se connaître soi-même? C'est aussi pour aller plus léger peut-être au monde pour soi, mais aussi pour porter du fruit vers l'extérieur, Hmm. hein, dans ce double mouvement de l'intérieur et de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment fait. Il y a 6 chemins de métamorphose beaucoup plus intérieurs et puis 6 chemins de métamorphose qui sont aussi intérieurs, mais qui sont, on va dire, plus légers. Voilà, où on parle, comme tu l'as dit, également d'alimentation, de style de vie. Non pas que ce soit des sujets euh, particulièrement légers en soi, mais je dirais qu'on s'attend aussi peut-être moins à les trouver dans un livre de quête de sens, en tout cas. Oui, donc la deuxième partie, c'est déployer ses ailes. Ouais. Et donc pour toi, il faut d'abord se connaître, aller dans l'intériorité avant de pouvoir déployer ses ailes petit à petit et s'épanouir et vivre en harmonie.
Ce qui est intéressant justement avec ce livre, c'est que tu as donné un parcours, hein. Avec ce guide du routard, Palmier devient conscient. C'est le guide du On va routard, c'est plus bien se vu. perdre, on va plus se perdre parce que c'est vrai que on a chacun notre porte d'entrée à sa quête en fait. Alors parfois c'est des maladies, parfois c'est des accidents, parfois c'est un film, parfois c'est chacun son truc et donc on retourne pas forcément à la naissance d'où tu pars là. Avec ce livre, du coup, on a le chemin. Ça peut vraiment aider aux personnes qui se questionnent, qui ont besoin voilà, d'une réponse, qui commencent une quête, de prendre ce livre parce que là, eh ben, c'est un vrai gain de temps. Donc, il y a des illustrations magnifiques. Comme je disais, il y a beaucoup de poésie aussi. C'est presque ludique alors Mhm. que c'est profond. Tu l'as voulu comme ça parce que je sais aussi que toi, tu as une personnalité très joyeuse et Je m'adresse toujours, forcément, quand on écrit un livre, on s'adresse aussi évidemment au lecteur, on pense au lecteur, mais on s'adresse dans l'inconscient, il y a quelque chose de nous-mêmes hein, qui parle de nous, hein, comme les romanciers qui disent ah non, non, moi j'écris pas, ce ne sont pas des autobiographies, etc. C'est sûr, mais il y a quand même forcément empreint de nos histoires, de nos inconscients collectifs, etc., des choses de nous. Donc ce livre, évidemment, n'échappe pas à mon inconscient. Et c'est vrai que moi, j'ai une façon d'apprendre qui est très kinesthésique, c'est-à-dire où j'apprends beaucoup. D'abord, j'ai plutôt une mémoire visuelle qu'auditive et j'apprends beaucoup à travers les émotions, les sentiments, l'expérience. Et beaucoup de livres de quête de sens ou de psy ou de connaissance de soi sont des livres de texte où le verbe a beaucoup d'importance et c'est très important. Mais j'ai le sentiment que si on s'adresse, et c'est ce que j'avais fait avec mon conte précédent, qui était La fée qui ouvrait les cœurs, qui était un conte pour adultes, où je me suis dit, finalement, c'est intéressant de s'adresser au soi à tous les étages et pas simplement à la partie mentale, à la partie esprit, pensante, intellectuelle de l'être humain qui peut parfois comprendre des concepts, mais où ça peut rester coincé en fait au niveau du mental. On le voit bien tous. Parfois, on a compris des choses, on se dit, bah, ça, j'ai bien entendu, mais en fait, ça reste à ce niveau-là. Et je trouve que de passer dans quelque chose de plus, comme tu dis, poétique, joyeux, ludique, qui peut parler à d'autres étages, mm, même à notre inconscient ou à notre émotionnel, permet d'intégrer certains concepts de manière plus aisée. C'est pas un exercice qui a été très facile justement pour moi, parce qu'il y a toute cette partie plus conceptuelle, intellectuelle, et cette partie qui est plus symbolique, hein, qui va venir parler à l'inconscient collectif de notre vécu à travers des symboles. Donc c'est un peu un pari. Il y a assez peu de livres en fait qui sont faits de cette manière-là, je dois dire. Ou alors c'est plutôt des mood boards ou des cahiers, tu vois, qui sont faits de manière ludique et c'est très bien aussi, mais c'est plus dans un registre de carnet à ce moment-là. Ce qui n'est pas le cas de ce livre, effectivement, c'est pas un carnet. Donc mm, c'est sûr que intégrer cette dimension poétique, tu vois, on a ça dans d'autres arts, par exemple dans la musique. On a les paroles, un texte musical, mais on a aussi évidemment la mélodie. On a visuellement la personne qui va venir chanter, qui va se présenter. Et finalement, on a moins ça au niveau de l'édition et de projets où ça reste assez, alors peut-être un peu plus chez les Américains, aux États-Unis, où c'est peut-être plus graphique, ou les Anglo-Saxons plus visuels. Mais chez nous, en France, on a moins cette typologie de livres. Donc, moi, je me suis dit, ça me parle énormément. Peut-être que ça parlera aussi à d'autres, tu vois, comme toi, ça semble aussi te parler. Tu vois, quand je vois ta jolie rose, je me suis dit, tiens, moi, je suis en noir ah, aujourd'hui. Peut-être que j'aurais dû mettre un petit accessoire, tu vois, on était toutes les deux en noir, mais voilà, tout de suite, ça m'a parlé de voir cette fleur. Donc, on est inconsciemment attentif à tout un certain nombre de... Tiens, je vais aller chercher mon petit... j'ai mon petit Totoro japonais, tu vois. ah, Ben voilà, si je l'avais mis, alors il n'est pas fait pour être mis là, c'est un porte-clés, mais tu vois, tout de suite, c'est vrai que, en plus, il est assorti, tu vois, aux couleurs du livre, comme toi, ta rose. Tout de suite, ça rajoute autre chose. C'est des petits détails, mais donc c'est important pour moi, cette façon aussi poétique, j'en parle dans le livre, hein, d'être au monde, en tout cas, pour ouais. moi.
Alors, au-delà du ludique, en fait, c'est s'imprégner les rituels. Donc, il y a toute une partie théorie euh, très précise avec des références. Et puis ensuite, tu nous donnes l'occasion d'expérimenter en nous. Et en fait, on éprouve. Et ça, je trouve que euh, pour se métamorphoser, pour s'épanouir, il y a rien de mieux, quoi. C'est vraiment très fort. Et effectivement, j'en connais pas d'autres livres comme ça, aussi riches, aussi précis et aussi complets, quoi. Et donc, là, par exemple, il y a être en paix avec l'histoire de ses ancêtres. Alors, on en entend parler, ça paraît évident, mais ce qui n'est pas simple, hein. Et donc, là, on va avoir quel symbole utiliser. Euh, Mm. tous les ouvrages des personnes qui ont déjà travaillé là-dessus, avec ce que toi tu en penses, comment toi tu as fait. Il y a aussi ton expérience vécue. Et ensuite, j'adore, il y a mon rituel psychomagique de l'arbre. Alors, la psychomagie, c'est un terme qui a été beaucoup popularisé. Je ne crois pas que ce soit lui qui l'a inventé. Il me semble, c'est possible que oui, mais je crois que quelqu'un d'autre en avait parlé avant par Alejandro Jodorowsky, qui est vraiment cet artiste qu'on connaît, multitalent, qui vient de fêter là ses 95 ans. On l'a vu sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que Alejandro a beaucoup parlé de métagénéalogie, de psychogénéalogie, mais aussi d'actes psychomagiques. Alors, un acte psychomagique, c'est quoi? C'est un acte qui, à travers sa symbolique, une manière symbolique de faire quelque chose pour réparer un événement, je donnerai un exemple après, peut agir dans l'instant. Donc lui, son point de vue et de tous les psychogénéalogistes, c'est que le passé et ce qu'ont vécu nos ancêtres sont comme des flèches qui sont envoyées vers le présent. C'est-à-dire que il y a un effet, par exemple, un aïeul qui aurait vécu quelque chose de douloureux, une blessure, ça peut être un enfant mort, par exemple en bas âge ou mort en couche, peut avoir des répercussions sur sa descendance, inconsciemment, hein. C'est ce qu'on appelle les fantômes en psychogénéalogie. Et donc, l'acte psychomagique va venir réparer en quelque sorte ce que la personne a ressenti à ce moment-là, ce qu'elle a mal vécu, toutes les émotions douloureuses qu'elle a pu avoir autour de ça, toutes les blessures. On va faire un acte qui peut être réparateur. Alors, pour soi, il faut que ça ait du sens pour soi. Il faut qu'on ait détecté en fait en quoi nous, ça peut nous entacher dans notre quotidien. Je donne un exemple. Un grand-père qui serait mort, un arrière-grand-père qui serait mort étouffé à la guerre euh, d'une manière ou d'une autre, on pourrait imaginer que quelqu'un qui aurait des gros problèmes de pulmonaire ou qui fumerait beaucoup, il se demande d'où ça vient. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est des exemples qu'on peut prendre comme ça. Pourrait faire un acte psychomagique pour essayer de réparer ça. Donc, l'acte psychomagique, ça pourrait être de quoi ce grand-père, cet aïeul, aurait pu avoir besoin, cet arrière-grand-père. Il aurait eu besoin, je donne cet exemple dans le livre, par exemple, que ce soit la paix, qui n'est pas la guerre. Il aurait eu besoin d'amour. Il aurait eu besoin de pas avoir cette fumée peut-être autour de lui ou d'être étouffé par quelque chose, de mourir étouffé forcément. Et donc, on va peut-être constituer un petit hôtel où on va donner symboliquement des choses en pensant à lui qui vont pouvoir libérer ce qu'il a pu ressentir. Par exemple, le symbole, on pourrait mettre un symbole, une colombe, par exemple, dessinée, imprimée, faire un petit hôtel autour de ça, un cœur pour représenter l'amour. Là, dans son dernier livre, Jodorowsky, qui est un peu un livre testament, je l'avais interviewé dans Métamorphose, il raconte des témoignages d'actes psychomagiques très puissants que les gens ont pu réaliser. Là, dont je parle, c'est assez facile à faire. Faire un petit hôtel, penser à cet aïeul, lui dire voilà ce dont il aurait eu besoin pour me réparer et le réparer lui, c'est ça. Mais c'est vrai que dans les actes psychomagiques qui étaient proposés par Jodorowsky, ça allait très loin. Parfois, c'était vraiment des choses
très, très, très puissantes, mais qui étaient, les gens témoignent des guérisons qui ont été vraiment véritables, hein, opérées dans leur psyché à travers ces actes psychomagiques. Donc c'est pour ça que quand je parle d'un acte psychomagique vis-à-vis de son arbre, il s'agit bien sûr de l'arbre généalogique, et Mm. j'explique comment se déroule. Alors il faut toujours que il faut toujours que ce soit, alors déjà on le fait que pour soi, on le fait pas pour d'autres, et il faut toujours que le résultat soit positif, hein. Il ne faut pas que ce soit fait dans une vision de quelque chose de négatif. Il faut que ça porte du fruit pour réparer quelque chose positivement. Ça, c'est important aussi de le souligner. Ça Oui, fait partie des 12 rituels dont je parle dans le livre. Ouais. oui, oui. Oui, c'est intéressant. Enfin, on a parlé de miracles, de magie. J'ai quand même envie de revenir. Il y a quand même rien de miraculeux. Enfin, je veux dire, c'est pas, ça n'arrive pas comme une baguette magique. Ça tient à chacun un de faire. C'est vous qui faites, en fait, hein. Là, vous êtes en autonomie. Il y a des propositions. Il y a toute la théorie, puis après, il y a des propositions de rituels. Et c'est de vous à vous, en fait, hein. L'idée, c'est pas un livre miraculeux. Mais c'est un guide qui va vous aider justement à faire les bonnes pratiques quand ça vous parle et qui va ben, vous aider vraiment sur l'évolution. Et j'avais une question, Anne. Alors, donc, nous, les humains, tels des chenilles, on est sur Terre pour se métamorphoser? C'est vrai que ce grand processus de la métamorphose, changer de forme, c'est comme une forme de deuxième naissance, c'est-à-dire qu'il y a notre première naissance physique qui est vraiment l'incarnation. Et puis après, nous ne faisons que suivre des cycles et des cycles de petites morts et de renaissances, que ce soit dans des grands cycles de nos vies. Parfois, on a des grands cycles de 10 ans ou des grands cycles, nous, chez les femmes, le grand cycle de la fertilité, ensuite le cycle de la ménopause. Quand on est petite, c'est un autre cycle. Donc, c'est fait vraiment de grands cycles de métamorphose et puis de tout petits cycles aussi de métamorphose du quotidien. C'est-à-dire que parfois, on vit une petite métamorphose. Il se passe quelque chose d'un seul coup dans notre là, dans l'instant. C'est peut-être ça qu'on pourrait appeler justement une forme de petit miracle comme ça. Et on sent que waouh, on a une compréhension soudaine de quelque chose et, et on change d'un seul coup. On évolue vers un autre, sur un autre plan. C'est ça qui est vraiment particulier. Donc, on pourrait voir finalement la naissance et la mort comme une espèce de grande chrysalide dont à la fois on reste à l'intérieur, mais dont on reste et on sort perpétuellement. Je dirais que si j'avais une image, il y aurait presque ces deux mouvements, comme si notre vie était une vie de nos chrysalides et en même temps, on en sort, on y entre, et puis il y a tous ces processus de renaissance et de mort qui sont souvent illustrés chez moi, en tout cas dans mon inconscient, avec le scarabée, par exemple. Hmm. Le scarabée qui était qui est cet insecte qui a été beaucoup utilisé par les Égyptiens depuis des temps très très anciens, puisqu'il est cet insecte symbolique aussi de la Renaissance en Égypte. Voilà, Hmm. exactement. Mourir à soi et renaître. Donc, puisque lui, il est en perpétuelle métamorphose, il va s'enfouir dans son ombre, dans les ombres, dans la terre, hein, de manière archétypale. Et puis le matin, il va revenir au soleil avec une peau, enfin en tout cas une apparence nouvelle. Il va se détacher de ses anciennes peaux et il va renaître un peu comme neuf au monde. Et donc c'est ça qu'on fait finalement en permanence. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment d'échelle, on n'est jamais vraiment arrivé. C'est une succession de prises de conscience, et puis c'est la vie, hein, en fait, ni plus ni moins, hein. Simplement, je trouve que d'avoir conscience de ça, de vivre le processus en étant plus conscient, fait que l'aventure est aussi assez extraordinaire, en fait, en ce sens. Parce qu'on pourrait dire, bah, finalement, on n'a pas forcément besoin. La vie, c'est ça, on chute, on s'émerveille, il y a des moments de joie, des moments de peine. Mais est-ce qu'on les vit en pilote complètement automatique, en mode action-réaction, ou est-ce qu'on les vit un peu plus en pleine conscience de ce qui est en train de se jouer? C'est ça que que je trouve en tout cas moins intéressant. Ouais, carrément. C'est la connaissance de soi, elle est juste incroyable. Donc, quand tu racontes ce passage
où tu dis, ben, finalement, je suis une banale névrosée. C'est quand tu... C'est ça. Alors certains m'ont dit, suite à l'interview là chez Fabrice Midal, que j'avais bien de la chance de n'être qu'une banale névrosée parce que effectivement, d'habitude, je le précise et je ne l'ai pas fait dans cette interview avec lui, donc je vais le dire ici, c'est qu'il y a des gens qui sont psychotiques, hein, donc qui sont dans la pathologie, la maladie qui va plus loin de la névrose. Donc, c'est vrai que peut-être que de dire on est quelqu'un, une banale, on est des banales névrosées, ça peut paraître, voilà, ramener certaines pathologies comme si c'était pas très grave, alors que certaines personnes souffrent véritablement, voilà. Et on peut aussi souffrir de ces névroses, en Bien plus, hein. Je le dis sûr. sur le ton de la plaisanterie aussi parce que je cherche un peu à déculpabiliser chacun en Oui, disant que on est on a tous on le sait bien, ce chaudron d'ombre et de lumière à l'intérieur de nous, toutes ces croyances, toutes ces blessures, tous ces conditionnements qui nous habitent. Moi, je pense que nous sommes aussi des blessés d'amour. bien sûr. On arrive au monde dans cette incarnation avec de multiples formes, hein. Lise Bourbeau et puis d'autres avant elle l'ont bien décrit dans leurs travaux sur les blessures du rejet, de l'abandon, etc. On ne va pas forcément revenir dessus, mais c'est vrai on a quand même des formes de blessures d'amour, qu'elles soient Mm. très très graves et qu'elles puissent conduire à la pathologie, ou qu'elles soient effectivement peut-être plus anecdotiques, avec une façon peut-être plus légère d'être au monde. Ouais. Mm. Être heureux, se métamorphoser vers le bonheur. Et je crois que chaque métamorphose, comme tu dis, c'est les petites morts qui... mais à chaque fois, on renaît avec une connaissance de soi supplémentaire. Oui. Encore faudrait-il qu'on définisse ce que c'est que le bonheur. En tout cas, il y a Oui. peut-être une. Est-ce que parfois on va vers plus de bonheur? Est-ce qu'aller vers plus de conscience, c'est plus de bonheur? Tu vois, ce serait une bonne question dont on pourrait débattre aussi philosophiquement parce que c'est vrai que, alors je le dis par rapport à cet inconfort du travail sur soi, certaines personnes ne se sentent pas prêtes ou se disent, il n'y a aucun besoin de faire ça parce qu'il y a des choses soit très douloureuses à l'intérieur ou soit parce que, voilà, il y a des névroses, mais finalement on s'en accommode bien et il n'y a pas de souci. Donc je dirais que ça, c'est vraiment à chacun d'aller regarder, évidemment, ce qui lui convient par rapport à son histoire, à ses blessures et puis à ses propres empêchements d'aller voir, parce que ouvrir cette boîte de Pandore quand même un peu de son inconscient, ça peut être effectivement douloureux. Mais cette question de métamorphose pour aller vers du bonheur, est-ce que c'est véritablement dans une quête du bonheur et qu'est-ce que le bonheur en fait? C'est une grande question. Mm. Peut-être que quand on a une forme de conscience plus aiguë de ce qui se joue, il y a une forme de fond de silence qui sait peut-être mieux que finalement, c'est pas très grave. Est-ce que l'aboutissement de tout ça, c'est le bonheur? Ou est-ce que c'est une forme, comme je disais tout à l'heure, plus légère ou peut-être plus de plénitude ou de détachement? Je recevais il n'y a pas longtemps Aruna Lipsitch dans Métamorphose qui disait que après les événements du 7 octobre dernier, ça avait réveillé à nouveau en elle beaucoup de noirceur et de démons et de douleur, en tout cas, dans ce sens. Donc c'est sûr que la vie, ensuite, se charge, quel que soit notre chemin, parfois de revenir nous, nous choper, nous attraper à des endroits où on se disait, bah, tiens, j'avais l'impression que là, face à cette situation, peut-être que j'aurais pu faire face émotionnellement, puis je me rends compte que, bah, à nouveau, voilà, ça vient me re-questionner. Et donc, voilà, c'est ce processus de métamorphose et il est intéressant. Mm. J'ai une question un peu plus intime. C'est quand on chemine, quand on est en couple, en famille, toi tu as trois filles, un mari et trois filles, et que on est la seule dans la famille à commencer à découvrir des choses et à s'enthousiasmer de waouh, et ça marche comme ça, et ça c'est ça, oh ce que j'ai appris sur moi et c'est merveilleux. Et puis il peut y avoir le reste de la famille qui est ben, pas du tout open ou pas du tout intéressé par ce qui se passe. Je le vois beaucoup autour de moi parce que j'ai des questions en ce sens-là. Du coup, comment tu as fait toi? C'est sûr que je leur ai partagé un peu
souvent quand même ce que je vivais, ce que je pouvais ressentir, parce que, il n'y a rien de mieux que finalement la force de l'exemple. Donc, de pouvoir dire, ben, vous voyez, là, je suis face aussi à mes propres interrogations. Là, c'est difficile. Là, j'ai eu besoin peut-être d'aller voir un psy ou de me faire aider, ou en couple aussi. Voilà, de partager ça, le vécu en famille, pas comme si c'était quelque chose d'extérieur. Et puis, elles ont côtoyé beaucoup de personnes, que ce soit des thérapeutes, des psys, qui sont des amis, qui sont dans le quotidien, ou elles ont eu accès aussi forcément à des livres. Bon, maintenant, elles sont plus grandes puisque ce sont de jeunes adultes. Et j'ai pas essayé en tout cas, de les convaincre qu'il y avait quelque chose, une parole de vérité que moi, j'aurais pu détenir par rapport à elles, mais plutôt de partager mon propre témoignage et ensuite de les laisser cheminer. Et je vois, par exemple, j'ai eu une discussion extrêmement profonde il y a une semaine avec ma fille aînée qui venait de lire le livre de Marianne Williamson, Un retour à l'amour, Return to Love, qui a été ce best-seller américain il y a peut-être, je crois, 25 ans. Et puis je lui avais dit, tiens, peut-être ça t'intéresserait de le lire. Et puis elle a lu et j'ai vu comme à quel point elle a connecté, elle, à 20 ans, beaucoup plus vite que moi quand j'ai lu ce livre, où j'avais autour de la jeune trentaine peut-être. Et je voyais que finalement, le terreau familial dans lequel elle a été autour de ces sujets-là, même si on n'en avait pas parlé tous les jours de ces sujets, à quel point il avait cheminé finalement aussi forcément dans son inconscient, elle est tombée dans cette famille en s'incarnant avec cette maman qui avait tous ces questionnements. Mm. Donc, je crois que les adolescents, les jeunes, il faut quand même relativement leur foutre la paix. Et moi, j'aime pas trop ce qui est autour du prosélytisme. Oui, Donc, moi, il se trouve que j'ai cheminé comme ça. C'est pas parce que ce sont mes enfants que j'ai une volonté absolument que mes enfants soient de cette manière-là. ouais. Ensuite, je vois bien comme elles en sont forcément imprégnées de par cet exemple-là. Et ça, c'est important parce que parfois, dans les familles, dans les foyers, en particulier dans le couple, on veut absolument, quand on s'ouvre à ça, que l'autre change et Ouais. fasse pareil. Et c'est comme si on avait l'air de dire, ben, moi j'avance très vite et l'autre, en fait, il a une vitesse zéro. Mais peut-être que l'autre, en fait, il est en train d'avancer très vite sur un sujet où nous, on n'est pas du tout en train de cheminer. Et même si ça ne se voit pas comme ça, peut-être que la personne qui chemine à nos côtés, qui adore randonner, observer les petites fleurs dans la nature, s'émerveiller devant une rivière, eh ben, c'est sa façon à lui, à elle, de cheminer. Voilà, il y a pas qu'une voie en réalité. Mm. C'est sûr on a tendance à se dire, bah, moi je suis sur ce chemin, l'autre aussi, et si jamais... et il y a aussi cette tentation du moi, hein, Ouais. qu'on entend beaucoup dans ce grand pot pourri, on va dire de cette manière-là, du développement personnel, où moi, mes besoins, et puis à un moment donné, oui, mais et l'autre, hein, je suis pas tout seul. L'autre est un autre jeu, hein, je sais plus qui disait ça, Lévinas peut-être, qui disait moi, ok, c'est important de se comprendre, de mieux se connaître, de comprendre tous ces schémas dans lesquels on est, mais je suis au monde en relation perpétuelle avec l'autre. Ceci étant dit, à un moment donné, si on est sur un chemin d'épanouissement, de réparation d'un certain nombre de blessures et que on n'a que des portes fermées autour de soi, en face, dans son entourage, ça peut être douloureux aussi. Parce que, on a envie de partager, on a envie de verbaliser, que ce soit dans le couple, dans la famille. Et puis quand c'est jamais possible, Mm. j'entends tout à fait, par rapport à des gens qui peuvent revenir vers toi ou vers moi, hein, qui partagent aussi ces témoignages, que ça peut être quand même douloureux de ne pas se sentir entendu dans son cheminement. Ça, tout à fait, oui. Mm. Ouais. Et c'est aussi un apprentissage. Donc, je reviens sur ton livre. Je n'avais pas posé la question pour ça, mais voilà, ça c'est précieux justement quand on se sent comme ça, un peu, on peut se sentir à l'écart au sein de sa propre famille parce qu'on évolue soi-même et que autour, voilà, il n'y a rien qui se passe. Pour moi, ça a pris un petit peu de temps avec
avec mes enfants, mais vu l'épanouissement, vu ma métamorphose petit à petit euh, plus je me suis sentie heureuse et plus ils se sont dit, enfin, ils se sont dit, en tout cas, c'est peut-être inconsciemment, mais plus Oui. c'est ouvert, quoi. Voilà, Mm. donc Quelque chose qui s'est... patience et Alors, c'est... bonne lecture. Merci pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très important dans ce que tu dis, c'est que souvent, quand je bouge, ça bouge. C'est-à-dire qu'on sait que tout est systémique. Mm. On est reliés les uns les autres dans nos inconscients, dans nos ADN, dans nos façons. L'être humain, on n'est pas séparé de l'autre, quel qu'il soit un membre de sa famille ou qu'il soit un autre être humain. Nous sommes comme un espèce, Jean-Pierre Gou le dit très bien, comme un grand corps collectif. Il parle d'homo biosphéris. Donc il y a vraiment cette... nous sommes aussi, nous faisons partie en tant que cellules des êtres humains d'un espèce de collectif. Donc, quand je vais me mettre en chemin, quand quelqu'un se met en chemin, que ce soit toi, moi, peu importe, chacun d'entre nous, euh, je vais faire bouger des choses dans la matrice, on va dire ça comme ça, dans la toile, dans la systémie, peu importe les mots qu'on met dessus, mais ça va se mettre en mouvement. Donc, c'est pour ça qu'avant de vouloir changer l'autre, C'est soi. c'est soi. Comment déjà, moi, je peux faire ce premier pas finalement, hein, et ça peut être des petits pas, hein, la théorie du Kaizen, ça peut être des tout petits pas. Mm. Ah ouais, tout petit pas, et puis ça se propage au-delà de la famille, hein, puisque c'est Mm. chaque individu va être plus l'individu va être épanoui et plus la société va commencer à bouger, bouger, bouger. De toute façon, Anne, on le voit quand même que ça a beaucoup évolué depuis qu'on se connaît. C'est vrai. C'est vrai, ça fait plus d'une quinzaine d'années, je pense, hein. Est-ce qu'il y avait une question qu'on ne t'a pas encore posée autour du livre et que tu aurais eu envie qu'on te pose? Ah, c'est une bonne question que cette question autour du livre. Écoute, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions autour des symboles, parce que le livre est effectivement, tu l'as dit, hein, extrêmement dense. Et on peut le prendre, il y a des gens qui l'ont eu de A à Z en un week-end et qui m'ont dit, je me suis jetée dessus et je l'ai lu comme un roman de manière linéaire. Et puis d'autres qui me disent, faut que je digère et que j'intègre tout ça, donc j'y vais par petits bouts. Mais c'est vrai que, tu vois, je me suis même posé la question si ce travail que j'ai fait dans le livre autour de la symbolique était pas... est-ce que j'ai bien fait de le mettre dans ce livre? Moi, ça me parle énormément parce que je suis quelqu'un qui aime travailler avec les symboles, avec les synchronicités, Voilà, donc il y a beaucoup de symbolique, mais j'ai peut-être eu moins de questions, effectivement, autour de ces symboles. Par exemple, moi, j'aime beaucoup le symbole, bah, on l'a dit, du scarabée tout à l'heure, mais aussi, là, c'est un autre symbole égyptien, mais il y a que ces deux symboles égyptiens. Je les prends par hasard, ils se tiennent chaud, mais il y en a plein d'autres. Mais de la croix ankh égyptienne, parce qu'il y a le mouvement du vertical, de l'horizontale, et puis ce mouvement de la boucle aussi, du cycle de vie, quelles que soient encore une fois nos croyances et nos religions, hein. L'idée n'est pas d'emmener les gens du tout vers une voie particulière. Moi, j'ai horreur qu'on essaye de m'entraîner dans un truc ou dans un autre. Je le ferai certainement pas avec les gens. Voilà, celle-là. Et c'est vrai que je l'ai prise pour représenter tous nos mouvements de vie, nos sensibilités, nos vulnérabilités. Parce que j'aime bien que, en même temps qu'un concept ou que quand je détaille une voie, par exemple, de métamorphose particulière, là, je parle des vulnérabilités, des sensibilités, accompagner ça avec un symbole qu'on peut mettre comme ça dans notre cœur pour cheminer avec ce concept-là. Encore une fois, ça permet de mieux l'incarner, de mieux le comprendre, voilà, de le vivre charnellement, d'une autre manière en tout cas. Hmm. Moi, ça m'a beaucoup parlé. C'était noté qu'il fallait que je te pose une question sur le symbole. Mais voilà, comme j'étais dans le flow avec toi, j'ai pas regardé mes notes. Ah, Et en c'est tout cas, je parfait. l'avais bien retenu. J'utilise aussi beaucoup les symboles et oui, j'ai adoré ça dans ton livre, la symbolique. Merci Anne. Merci beaucoup à toi. Et écoute, Merci, merci à toi.
Je te souhaite 60 millions de lecteurs dans le monde. Ouh là là, c'est beaucoup. Figure-toi qu'avec Métamorphose, on vient de passer les 70 millions, tu vois, entre le moment où tu as préparé cette interview et puis là, même moi, j'arrive plus à suivre. Hier, je parlais avec un ami qui travaille avec moi et qui m'a dit, mais non, non, on a passé les 70 millions d'écoutes. Donc, ça va très vite, effectivement. C'est incroyable, c'est incroyable. Et je me souviens, parce que j'étais sur Instagram avant toi, et je me souviens quand tu as créé ton compte Instagram, Ah oui? ah, je m'en souviens parce que tu mettais, tu allais courir et donc tu mettais des photos du lac ou de tes pieds ou des choses comme ça. Et de un 2 3 je me souviens comment tu as commencé à créer cette communauté et c'est parti de toi et c'était génial. Et puis après, ça fait pouf et j'ai adoré ça, quoi. Ah, Donc, c'est cool, merci de ton souvenir. ouais, Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui pourraient me dire, ah, mais tiens, je me souviens du début du compte Insta. Donc, je garde en mémoire que tu étais là et que tu as vu la métamorphose. voilà, exactement. Oui, exactement. Merci beaucoup pour ce rappel. Et puis, bah, au revoir à tous. Merci de nous avoir suivis. Puis, on vous souhaite 12 chemins lumineux de métamorphose. Pour celles et ceux qui sont inscrits aux rencontres, vous pourrez vous procurer le livre là-bas grâce à nos libraires Philippe et Chantal. Et puis, Anne, eh ben, on se dit à bientôt. À bientôt. Gros bisous à tous et à toi, Anne en particulier. Merci.